Alors, bonjour à toutes et tous, là. Monsieur Gariepi a bien raison. En matière d'aménagement du territoire, il faut avoir une vision d'ensemble. Et moi, mon thème, c'est qu'il faut aussi avoir le courage de l'appliquer. Et ce courage est extrêmement important. Puis je voudrais vous faire une rétrospective la plus rapide possible parce que j'aimerais aussi qu'on parle de l'avenir. Écoutez, la langue et le territoire, là, c'est intimement lié à notre identité. C'est sans doute la raison pour laquelle ça crée tant de turbulences quand on vient finalement, quand on veut vouloir modifier les paramètres. Et je vais très, très, très vite pour plusieurs d'entre vous qui euh, ne- n'avaient pas l'âge pour connaître tous ces luttes farouches qui se sont menées en matière d'aménagement. Moi, j'avais 20 ans, par exemple, lorsque les 14 municipalités de l'île Jésus ont constitué Ville-Laval. À l'époque, là, dites-vous que ce fut une opposition farouche immense, là, avec des milliers de personnes, 5000 personnes en assemblée publique, haranguées par Réal Cahouette, qui disait, et j'ai retrouvé la phrase célèbre, c'est la plus grande entorse à la démocratie depuis la Confédération. Hein, vous voyez? Et puis, ça s'est toujours poursuivi comme ça. Pensez que la création de la CUM, la Communauté urbaine de Montréal, là, ça s'est fait dans un tumulte total. Il faut lire le journal des débats entre Noël et le jour de l'an 1970. Et par la suite, alors, en 79, quand M. Gariepi nous parle de l'adoption de la LAU, dites-vous que le chef de l'opposition à l'époque, Claude Ryan, avait très formellement pris l'engagement d'abolir les MRC dès son élection en 81. Et c'est ainsi de suite. Alors là, je vous rappelle que en 2000, en fait, ce fut l'adoption de la communauté métropolitaine de Montréal. Peut-être ignorez-vous qu'il y a eu 99 500 personnes qui sont allées voter à 96 des 26 municipalités de la Rive-Nord et de la Naudière contre la création de la communauté urbaine, contre la création, excusez-moi, contre la CMM, la création de Montréal métropolitain. Alors, ça a été, finalement, il fallait que les gouvernements aient l'estomac assez, disons, ferme pour résister. Et je pense, entre autres, puis je serai très, très brève là-dessus, mais peut-être quelques-uns ou quelques-unes se rappellent l'opposition farouche de Mme André Boucher, à l'époque mairesse de Sainte-Foy, qui s'est présentée contre Jean-Paul Lallier en 2001 en voulant et en annonçant qu'elle allait défaire la fusion de Québec. Alors, Jean-Paul Lallier a été réélu, notre ami Jean-Paul, mais par la suite, Mme Boucher a finalement effectué un virage spectaculaire en devenant mairesse de Québec. Et c'est ainsi de suite. Moi, tous ces exemples-là, puis je pourrais en ajouter bien d'autres, là, c'est simplement pour vous démontrer ou démontrer ce que vous savez déjà, c'est-à-dire qu'il y a des oppositions farouches qui se manifestent à peu près à toutes les occasions où on touche à l'aménagement du territoire. Et euh, par ailleurs, il y a euh, une sorte d'adhésion qui en résulte. Il n'y a plus personne qui voudrait remettre en question ni la Ville de Québec, ni la Ville de Laval, ni les MRC, ni la CMM. Et au contraire, la CMM, maintenant, l'adhésion des 82 municipalités est tellement forte là, que je vous rappelle qu'un des bons coups au moment de la création de la CMM, ça a été l'obligation de faire partager les coûts de réalisation des logements sociaux abordables et coopératifs par l'ensemble des 82 municipalités. Il n'y avait que Montréal, Verdun et parfois Longueuil qui faisaient du logement social, étant entendu que les municipalités n'y voyaient pas autre, n'y voyaient pas leur intérêt. À partir du moment où j'ai introduit dans la loi créant la CMM l'obligation de partager
la facture du logement social coopératif et abordable, même Westmount s'est mis à faire du logement social. Évidemment, Ville-Laval en a fait et toutes les autres parce que à partir de ce moment-là, les maires se disaient, bon, tant qu'à payer pour les autres, on va en faire nous aussi. Et ça rapporte des revenus fonciers. Donc, il y a des façons de faire. Moi, je pense que peut-être on pourrait l'examiner aussi maintenant à l'égard du partage au sein même des MRC, ce qui se fait qu'au niveau de la CMM présentement. Et il y a eu une évolution assez extraordinaire. En même temps, il faut comprendre que euh, le, Maxime Penneau-Jobin avait bien raison lorsqu'à une des conférences précédentes, il faisait mention que l'aménagement du territoire exige aussi un réexamen de toute la fiscalité municipale qui n'est basée que sur le foncier. Moi, première expérience, ministre des Affaires municipales, première rencontre, c'est un préfet, maire d'une municipalité et préfet d'une MRC des Basses-Laurentides qui veut obtenir du dézonage agricole, qui veut mon appui pour du dézonage agricole. Et quand je lui fais valoir qu'il y a encore beaucoup de terrains industriels qui sont abordables et qui sont finalement offerts dans la région des Basses-Laurentides, il me dit, c'est pas chez nous. Et ça, c'est ça qui est fondamental, c'est-à-dire quelle est cette question du bien commun, là? Parce que vu de son point de vue, le bien commun, c'était de développer chez lui. Et donc, je reviens à la question du financement des municipalités par la taxe municipale, qui est basée essentiellement sur le développement immobilier payant. Alors que le financement des transports collectifs repose aussi, je parle en particulier de la région métropolitaine, mais lorsque les 82 municipalités, c'est assez formidable l'évolution qui s'est produite pour que la CMM s'entende sur la nécessité d'un financement à partir d'une surtaxe sur l'essence de 6 sous de plus, d'un péage par kilométrage parcouru, d'une taxe élargie à l'ensemble des municipalités sur les immatriculations et d'une taxe sur les stationnements. C'est en 20 ans une évolution assez exceptionnelle. Mais en même temps que cette entente-là a prévalu, le gouvernement du Québec a opposé un non catégorique parce qu'il s'agissait d'une augmentation de taxes. Alors, et il y a là vraiment un aspect extrêmement important là, qui est indissociable de l'aménagement du territoire. C'est quand on pense, par exemple, à la contribution des automobilistes en matière de financement des transports collectifs. Il y a 20 ans, en 2001, c'est peu, mais quand même, c'était 8 cette contribution des automobilistes par diverses formes au sein de la région métropolitaine. Et maintenant, là, en 2019, c'est 5 et si on continue sur ce train-là, là, ça diminue constamment. Alors donc, il y a, une évolution en même temps. Il va falloir forcer la main du gouvernement. Je voudrais juste vous citer Sénèque. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, disons, aimé, et je me suis répété ça pendant bien des années. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Et savoir oser, c'est aussi, à un moment donné, bousculer. Et ça ne se fait pas sincèrement sans rapport de force. Et je ne peux pas penser que les choses pourraient changer autrement. Et je termine en vous parlant du grand défi que constitue présentement la troisième couronne, c'est-à-dire l'urbanisation dans le périmètre métropolitain, dans le périmétropolitain plutôt. Ça, vous voyez, par exemple, tout est basé sur la RMR. J'imagine que tout le monde connaît bien la région métropolitaine de recensement, cette notion-là.
Et la RMR, en fait, c'est un destin commun. C'est pas parce que on habite une des municipalités de la RMR et il faut majoritairement, pour en faire partie de la RMR, travailler dans une autre municipalité que celle où on habite, évidemment. Et, et là, on comprend que de plus en plus, ce sont les MRC limitrophes, les municipalités limitrophes plutôt, où se fait le développement périmétropolitain, parce que ces municipalités échappent à des plans d'ensemble, échappent à un partage de coûts. Là, actuellement, il y a 12 municipalités limitrophes là, qui devraient faire partie de la CMM et qui n'en font pas partie. Il y a dans la loi que j'ai fait adopter, je le rappelle, l'article 270 de la CMM qui permet aux élus de la CMM qui constatent eux-mêmes là, que le développement se fait voisin de là où eux-mêmes ont des règles à appliquer. Il y a l'article 270 qui permet à la CMM de recommander au gouvernement d'élargir aux municipalités qui, en fait, ont les mêmes caractéristiques que celles qui en font partie. Je comprends que depuis 20 ans, la CMM n'a pas, disons, appliqué cette disposition, mais j'invite à regarder sérieusement la possibilité de le faire. Je voudrais juste terminer en vous mentionnant que j'ai beaucoup j'ai un hommage à rendre à un sous-ministre que peut-être certains d'entre vous connaissez, ou si vous ne connaissez pas, ce serait vraiment intéressant que vous sachiez qu'il y avait des personnalités assez extraordinaires. C'est un sous-ministre, Brian McDonough, qui est décédé, mais qui a été pendant des années précurseur en matière d'aménagement du territoire dans la région métropolitaine de Montréal. Alors voilà, cher Philippe. Merci beaucoup. Merci, Il y a Mme bien des choses Arel. à dire, mais on y reviendra. Oui, c'est parfait, mais c'est très généreux de votre part là, de nous faire des rappels. Puis dans mon cas, je vais apprendre des choses, encore une fois. Hein. Je vais avoir l'humilité de dire qu'on ne peut pas tout connaître de notre histoire et qu'il y a des élections qui ont joué fort sur la poursuite ou la non-poursuite des enjeux de gouvernance territoriale, en tout cas. Puis vous l'avez dit très clairement, il y a une question de courage très fort.